Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Est-ce un crime? Un film radiophonique de Roger Richard, d'après le roman de Gérard Monetet. Avec Madeleine Lambert, Lucien Natte, Henri Labussière, Gaëtan Jor, Edmond Liorel, Clément Béram, Paul Emmanuel, Jacques Hilling, Bérangère Lautin, Jean Bollot et Jean-Pierre Litvac. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage de Jean Berriac, prise de son Raymond Besse, collaboration technique Claude Vidal, assistante de production Odette Jodry, réalisation Pierre Billard. Monsieur Randon? Madame ou mademoiselle, on ne sait pas. Appelez-moi Yolande, monsieur Randon. Que vouliez-vous me dire, Yolande? Je ne sais plus, tout s'envole si vite. Oui. Les mots s'échappent, les idées vont et viennent, se présentent et disparaissent. Elles passent, comme lui. Ah, je sais, je me rappelle. Voilà ce que je voulais vous demander, monsieur Randon. C'est vraiment aujourd'hui que je saurai? Très bientôt, oui. Il arrive aujourd'hui? Il doit être ici avant le dîner. Enfin. Vous êtes impatient? Je vous avais bien dit qu'il faudrait attendre. Il n'y a que quelques jours que nous sommes ici. Ah, il y a si longtemps que j'attends ce moment. Là-bas, c'était la seule chose qui me soutenait. Le revoir et... 5 ans. Monsieur Champage. Monsieur Champage. Je suis pas encore réhabitué à m'entendre appeler monsieur. Si vous saviez comment on m'a traité pendant 5 ans. Voyez le résultat? Je suis un homme fini. Marqué pour toujours. J'avais le droit pourtant. Ce que j'ai fait était un acte légitime. Ce que je ferai le sera aussi. Attention, Champage. Rappelez-vous ce que vous m'avez promis. Pas de hâte, n'est-ce pas? Rien d'irréparable. Rien avant mon signe. Je ne veux pas que ce soit un autre. J'ai votre parole, vous avez juré. Mais si ce n'est pas assez, si je vois qu'il vous est impossible de garder votre sang-froid, alors au premier geste, je vous empêche d'agir, par n'importe quel moyen. Je ne crains rien. Vous voulez tout de même pas risquer de retourner là-bas? En prison? Dites-le le mot. Mais cette fois-ci, ça ne serait pas la prison. Je serai un repris de justice. La première fois, j'ai été condamné qu'à 5 ans. Les jurés ont ces indulgences pour les crimes passionnels. Mais pour une vengeance, après 5 ans de préméditation, je serais bon pour la guillotine. Et ça, si vous saviez comme ça m'est égal. Vous n'échapperiez pas à la prison, Champage. On vous y mettrait pendant des mois et des mois, avant et après jugement. Chaque fois que vous en tirez monter en vous le désir de vengeance, rappelez-vous ça. Et dites-vous bien que ce serait plus affreux encore que ce que vous avez connu. Car cette fois, vous sauriez ce que c'est. Vous attendriez d'heure en heure à tout reconnaître, tout retrouver, tout éprouver de nouveau. Oui, je comprends. Ah, je ferai ce que vous me direz, quand vous me le direz, monsieur Randon, comme je l'ai promis. Vous m'avez dit que vous vouliez la justice, la vraie justice, que vous aideriez dans leur vengeance tous ceux que vous avez réunis ici. Je suis bien obligé de vous faire confiance. Je vous dois ces vêtements que je porte, ma chambre dans cet hôtel, mes repas. Je n'ai plus rien, je ne suis plus rien, par la faute de cet homme. Et elle, votre femme? Je pense maintenant qu'elle n'était pas coupable. Lui seul l'était. Une question, comment s'est-il comporté sur le moment? Assez bien, il faut le reconnaître. Il n'a pas fait un geste, pas dit un mot. Il n'a pas essayé de se protéger. Je savais bien qu'il n'avait rien à craindre, que c'était sur elle que vous videriez votre chargeur. Le plus adroit était de rester immobile et silencieux. Ce n'était pas du courage, c'était de la peur. Peut-être. Il aurait dû vous arrêter, s'interposer et essayer de la sauver.
C'est étrange. Je ne pense même plus à elle comme à ma femme. Et pourtant, je l'aimais. Et il ne reste plus rien de cet amour. Il ne reste plus que le souvenir de la prison et l'attente de le revoir. Lui. Monsieur Randan. Oui, qu'y a-t-il? Il y a un monsieur qui vient d'arriver qui vous demande à la réception. Bon, j'y vais. Est-ce lui? Lui? Non, voyons. Comment voudriez-vous qu'il me demande? À tout à l'heure, Champage. À tout à l'heure. Et rappelez-vous, n'est-ce pas? Rappelez-vous ce que je vous ai dit. La chambre 39 vous a été réservée, monsieur Norley. Premier étage. Monsieur désire-t-il que nous lui montions ses bagages tout de suite? Oui. Bagagiste? Monsieur? Oui, pour monsieur. Bonsoir, Norley. Ah, Randan, ravi de vous revoir. Dites-moi, je manque de monnaie. Vous m'en auriez pas pour le chasseur? Attends. Voici. Voilà. Merci. Pour vos chasseurs, Merci beaucoup, monsieur. ne rangez pas votre portefeuille, Randan. Ce n'est pas seulement de monnaie que j'aurai besoin. Vous me rendriez grand service en me faisant une petite avance. Mais le chèque que je vous ai envoyé. En volée. Vous savez, rien ne file comme l'argent. Il faudrait tout de même pas exagérer, Norley. Donnez-moi le prix de mon billet, je repars. Non. Combien voudriez-vous? Disons 50 000. 500 nouveaux francs. Bon. Voilà, mais ce sera tout. La note de l'hôtel. Mais c'est mon affaire, comme convenu. Ah, alors parfait. Et merci. Je vais être franc, Randan. Je n'ai pas très bien compris pourquoi vous tenez tant à m'offrir un séjour dans cette ville d'eau. Mes nerfs sont solides. Je n'en suis pas encore à les soigner. Et je vous l'ai dit, je vais vous faire rencontrer quelqu'un. Je sais qui. Mais le sens de cette rencontre m'échappe. Bon, ça n'a d'ailleurs aucune importance. On boit quelque chose pour fêter mon arrivée? Oh, à mon compte. Oui, si vous y tenez. On peut boire ici? Allons, fumoir, vous y retrouverez quelqu'un. Il est arrivé? Non, pas encore. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai réuni ici quelques-unes de ses victimes. Vous connaissez l'une d'elles, c'est une amie de jeunesse. De ma jeunesse? Oh, j'espère qu'il y aura des attractions plus récentes. Dites-moi, par exemple, connaissez-vous cette jeune femme là-bas dans un fauteuil? Très élégante, d'une élégance coûteuse, mais pas pour elle probablement. Oui, elle fait partie de notre groupe. Elle se nomme Madeleine Brassa. Je vous présenterai tout à l'heure. Mais d'abord, venez. Oui. Voilà, je n'ai pas besoin de vous nommer l'un à l'autre. Je vous laisse. Vous êtes Richard Norley, son ami Richard. En effet. Et moi, qui suis-je? Vous ne savez pas? Madame? Ou mademoiselle? Voilà la première énigme. Alors, non? Non, je ne vois pas. 1939. 1939? C'est cette année-là que nous nous sommes connus. C'est si loin, bien sûr. Attendez. Yolande. Vous êtes Yolande Mèvre. Je l'étais. Mariée? Non. Alors? Les années, toutes ces années ont passé pour moi lentement. Si lentement. Je ne suis plus Yolande. Je suis l'ombre de Yolande. Richard, vous étiez heureux dans ce temps-là. Bon, je ne sais pas. Moi, je l'étais. Tellement. Oh, tellement. Permettez-moi, Monsieur Norley brûlait d'être présenté à notre amie Madeleine Brassa. Voilà qui est fait. Monsieur? Je suis enchanté. C'est messieurs et dames prendront. Du champagne. Le meilleur. Bien, monsieur. Et je suis enchanté, mais l'enchantement n'a pas l'air réciproque. Oui, je sais. Mes souliers sont avachis. Mon complet et mon linge ont vu des jours meilleurs. Je comprends qu'une femme comme vous attache du prix à ces détails. En effet. Que je vous présente maintenant Alex Champage. Enchanté. Et il fait partie du cercle? Oui. Le champagne, monsieur. Laissez, je servirai. Tenez. Merci, monsieur. Plus de 20 ans que nous ne nous sommes pas vus, Richard. Qu'avez-vous fait pendant tout ce temps-là? Moi? Rien et à peu près tout. J'ai plongé, j'ai repris pied, j'ai plongé encore. J'ai habité des palaces comme celui-ci et j'ai couché sur des quais. J'ai couru en auto, j'ai été courtier, cinéaste, chauffeur de taxi,
clochard. Enfin, j'ai fait tous les métiers, commençant par un C, avec des infortunes diverses, mais sans jamais de gros ennuis. Et maintenant? Maintenant, ici, je suis un invité. Mais c'est peut-être la fin du cycle C. Je vais revoir celui qui est à l'origine de mes aventures. Buvons à la fin du cycle C, voulez-vous? Merci. Et vous, Madame Madeleine Brassat, peut-on vous demander à quelle lettre vous en êtes? Vous n'avez pas une petite idée? Je vous avouerai que si. Mais quelle est, disons, l'explication de votre vie? Un homme, évidemment. Lequel? Vous ne vous en doutez pas? Ah, vous aussi. Moi aussi. J'avais 18 ans. Moi, je reviens de loin. Vous, Yolande? Voyez, Richard, sous mes cheveux, à la tempe, cette cicatrice. Je me suis tué un soir. Le coup a dévié. Les médecins disent que j'en ai réchappé. Mais je ne sais pas. C'était un tout petit revolver à crosse de nacre. Je l'ai gardé. Il manque une seule balle. Qu'êtes-vous venu faire ici? On m'a dit que je retrouverais son nom. Depuis son départ, dans la nuit, je le cherche. Je l'ai oublié. J'ai oublié le nom de mon amour. Elle a tenté de se suicider? Oui, il y a une vingtaine d'années. Pour un homme, n'est-ce pas? Et cet homme, C'était lui, oui. je ne comprends pas encore pourquoi vous nous avez réunis ici, monsieur Randan. Et je me demande ce que les autres feront quand ils le verront. Mais je ne veux pas qu'ils me devancent. Je ne veux pas que ce soit l'un d'eux. Moi seul ai le droit. Assez, Champage. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. 6 heures. Nous n'avons plus beaucoup à attendre, je pense. Non, il peut arriver d'un moment à l'autre. Si j'ai dit nous, mon cher Randan, c'est qu'à la lumière des propos que nous venons d'échanger, j'ai cru saisir qu'il y avait un lien entre nous tous. Et que ce lien, c'est un certain monsieur qui s'est trouvé mêlé à nos existences aux uns et aux autres. Et comment l'avez-vous su? Ce n'était pas tellement difficile. Vous avez fouillé dans sa vie, et son histoire vous a appris les nôtres. Voilà. Et pourquoi nous avoir élus particulièrement, nous qui sommes ici? Le choix ne devait pas manquer. Certains et certaines ont disparu, d'autres n'ont pas voulu le revoir. Comme Champage, je serais fort curieux de la raison de cette réunion. Il n'est pas nécessaire que je vous la dise. Bon, enfin pour moi, la rencontre est heureuse. Voilà au moins 2 ans que je n'ai pas eu le portefeuille aussi bien garni. Et je ne sais combien de temps que je n'ai pas mis les pieds dans un établissement de cette classe. Puissiez-vous désirer tous les 15 jours me faire rencontrer mes anciens amis, mon cher Randan. C'est le vœu que je forme en vidant cette coupe. Et j'avais 32 ans quand je l'ai connu. Devait en avoir 37. Nous avons été inséparables pendant 3 ans, le temps que ma fortune disparaisse. Elle était pourtant assez belle. Mais il menait un tel train. Et je voulais le suivre. Lui, il voulait imiter l'autre, celui dont il portait le nom. Les hommes affectaient de le mépriser. En réalité, ils le craignaient, l'enviaient et le copiaient. Et les femmes. Ah, les femmes. Ah, vraiment, ils n'avaient qu'à se baisser. Je ne crois pas qu'il se soit toujours contenté d'accepter de prendre ce qui s'offrait. Il cherchait aussi. Oui, c'est vrai. Les proies qui s'offraient auraient été trop simples, trop faciles et vite lassants. Il adorait surprendre, tirer, gagner. Regardez cet homme qui vient d'entrer dans le hall. Cet homme aux cheveux blancs, là, ce vieillard. Au bras de cette femme merveilleusement belle? Oui. Ce squelette tout raide qui semble prêt à se casser, avec ce tic dans son visage flasque. Oui. Fantastique. C'est une ruine. À ne pas le reconnaître. Il n'en reste plus rien, mais rien. Il a l'air d'un moribond. Il est foutu, le salaud. C'est lui. C'est lui. Juan. Les bagages de monsieur et madame Bességuer-Roumain. Juan. C'est moi, Juan. Nous nous sommes retrouvés. C'est moi, Yolande. Il y a 22 ans que je vous cherche.
Même votre nom, je l'avais perdu. Juan, votre nom. Mais madame... Vous vous rappelez, Juan, le bois de Boulogne et ma maison de Marly. Mes 20 ans que je vous ai offerts. Et vous m'avez donné tout un mois. Excusez-moi, Seulement un mois, et puis vous m'avez rejeté. Alors, j'ai voulu me tuer. On m'a dit que vous n'étiez pas venu me voir, vous avez eu raison. J'avais terminé ma vie, Juan. Je m'étais tué pour vous, pour toi. Mais je te pardonne, mon amour. Tu es revenu, je t'attendais. Madame, vous faites erreur. Tu ne me reconnais pas, Juan? Tu ne veux pas me reconnaître? Ou bien tu n'es pas, je te tutoie. Je me souviens, tu ne voulais pas au début. Je vais te dire vous, mais il faut me répondre. Vous avez honte? Je vous l'ai dit, je vous pardonne. Tout est oublié. Il n'y a plus que notre amour, roi, comme autrefois. Je vous en prie. J'ai toujours la maison de Marly. Laissez-nous passer, madame. Cette scène est ridicule. Bien, je m'en vais. Je m'en vais, mais je te reverrai. Pauvre femme. Juan l'a pourtant reconnue. J'ai vu son tressaillement quand elle s'est approchée de lui. Vous êtes sûr que c'est pas un tic? Il en a qui lui secouent le visage, vous avez remarqué? Oui, en effet. Je ne me suis pas trompé, il l'a reconnue. Que va-t-elle devenir? Ah, elle est vraiment folle. Elle n'est pas dangereuse. En êtes-vous si sûr? Vous oubliez le revolver à crosse de nacre. Ah, vous nous préparez du sport, Randan. J'ai bougrement bien fait de venir. Mais elle, dites-moi, qui est-ce? La jeune femme qui l'accompagne? Oui. Vous l'avez regardée? Elle est sensationnelle. C'est sa belle-fille, Claude Bességuer. Sa belle-fille? Vous n'ignorez pas qu'il s'est marié, que sa femme est morte en donnant le jour à un fils. En effet, oui. Mais c'est la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée. La seule qui ait pu lui résister. Il a dû l'épouser, ce qui est fantastique. Il a abandonné pour elle ses exploits. Après un an, elle est morte. Le lendemain, il a repris sa carrière avec rage. C'est à ce moment-là que j'ai fait sa connaissance. Il s'est mis alors à aimer les femmes, comme on se venge. Il avait l'air de vouloir leur faire du mal. Vous parliez de son fils, Randan. Mais ce fils est devenu un homme. Il y a 4 ans, la santé de Bességuer a commencé à s'altérer. Il a eu peur. Il a voulu quelqu'un auprès de lui. Il a pris une infirmière. Elle était très belle. Et le fils en est tombé amoureux. Oui. Il l'a épousée et il s'est tué en avion il y a 2 ans au Touquet. Revoici Yolande Mèvre. Tout s'envole. Tout, sauf l'oiseau de nacre. Il est captif. Mais c'est un oiseau enchanté. Il dort pendant des années et puis il se réveille. L'oiseau de nacre, c'est le revolver. Il doit être dans son sac à main. Voyez comme elle le serre contre elle. Il n'y a pas de miroir ici. J'aurais voulu me regarder. Il a un peu vieilli, mais c'est toujours lui. Toujours Juan. Et moi. Je voudrais savoir. Mais un fantôme ne vieillit pas. Mon fantôme est jeune. J'ai 20 ans. Regardez-moi, Yolande. Quoi, Richard? Regardez-moi bien. Vous voyez mes rides, mes cheveux gris, mon teint sans couleur. J'étais jeune comme vous. J'étais jeune. Lui aussi. Et maintenant, nous sommes vieux? Oui, Yolande. Nous sommes vieux, tous les 3. Oh. Abandonnez votre chimère. Ne pensez pas à Juan vieillard. Gardez votre souvenir, si vous l'aimez encore, mais n'essayez pas de le ressusciter. Oubliez-le. D'autres s'occuperont de lui. Il ne manque pas de gens ici qui ne demandent que cela. Pas vous. Et l'oiseau de nacre, est-ce qu'il ne va pas se réveiller? Est-ce qu'il ne va pas sortir de son enchantement? Qui peut me le dire? Lui, Juan, il me répondra. Il faut que je lui parle. Je vais lui parler à lui seul, sans personne qui nous regarde et nous écoute. Il doit être dans sa chambre, je vais aller le retrouver. C'est bien, n'est-ce pas? C'est le mieux. J'y vais tout de suite.
Pourquoi la laissez-vous faire, Randan? Avec ce revolver dans son sac, elle... Il n'y a rien à craindre, rien. Puisque monsieur Randan vous le dit, vous faites pas de soucis pour notre cher Juan, mon ami. Certes, de toute façon, ses jours sont comptés. Mais je pense que cela lui fera plaisir de retrouver de vieux amis avant de s'en aller. Il ne nous a pas vus tout à l'heure. Il n'avait Dieu que pour Yolande. Et quand il va nous reconnaître, quelle joie. Moi, entre autres. Oui, c'est vrai, je ne vous ai pas dit mon histoire. Yolande la savait, mais elle doit l'avoir oubliée. C'est un souvenir qu'elle a dû tuer en même temps qu'elle. Elle tue tout ce qu'elle peut, cette femme-là. Mais pas en ce moment, cher monsieur Champage, rassurez-vous. Une détonation n'a encore troublé le calme de ce palace. Je commence à croire avec notre ami Randan qu'il n'y en aura pas. C'est préférable. Nous ne sommes pas là, ce ne serait pas amusant. Mais où en étais-je? Ah oui, mon histoire. La voici. J'ai été fiancé, oui. Oui, moi, avec une vraie jeune fille, charmante, nette, qui m'aimait. Elle n'avait qu'un défaut, elle était trop jolie. Juan l'a vue. C'est tout. À la santé de Juan. C'est santé. Pensez pas que vous devriez aller voir ce qui se passe entre eux, monsieur Randan? Il ne se passe rien. Elle parle, voilà tout. Si elle l'effrayait, si vous laissez en aller à cause d'elle... Alors je le ferai rester. Je saurai le faire rester. J'en ai le pouvoir. Vraiment? Vraiment. Reprenez votre sang-froid, mon vieux. Faites confiance à notre bon ami Randan. Quand il vous dit qu'il n'y a rien à craindre et qu'il vous demande d'attendre. Nous ne sommes pas si pressés, que diable. C'est parce que vous êtes invité que vous prêchez la patience. On ne peut rien vous cacher, belle dame. Mais ne sommes-nous pas tous plus ou moins les invités de monsieur Randan? Remarquez, Champage, je comprends votre énervement. Je vois ce que c'est, les souvenirs affluent. Vous avez envie de commettre un crime. Le crime, il paraît que c'est comme l'opium. Quand on y a goûté... Taisez-vous, Norvois. Nous avons d'avoir demandé à Champage une faveur. Quand vous vous déciderez, mon vieux, prévenez-moi. Je ne voudrais pas manquer le spectacle. Mais attention, ne vous laissez pas chipper votre rôle. Il y a des amateurs, j'ai idée. Yolande, Madeleine, l'ami Randan, ou encore moi. Pourquoi pas moi? Allez vous cesser. Mais bien sûr, tout de suite. D'ailleurs, on parle mal le ventre creux. Et il va être l'heure du dîner. Une question. Faisons-nous table commune? Non. Ah, parfait, je préfère ça. Je vais aller jeter un coup d'œil dans la salle à manger. Bonsoir, Juan. Norley. Oh, tu peux dire Richard, comme autrefois. Ou Dick. Tu m'appelais du même nom que ton chien, tu te souviens? Tu sais, ça m'amuse de te revoir. Et toi? C'est une surprise. Depuis si longtemps. Qu'est-ce que tu es devenu? Ça se voit pas? La gueule, le costume, le linge. Toi, tu es toujours dans la prospérité. On a un beau costume. Et un bel œillet à la boutonnière. Tu permets? Je le mets à la mienne. Cachera un peu mon revers râpé. Oui, tu es bien élégant, même sans œillet. Mais tu es fameusement amoché. Tu dois plus faire beaucoup de conquêtes. C'est vrai, tu fais peine à voir, mon pauvre vieux. Combien d'années les médecins te donnent-ils encore à vivre? 2? 3? Oh, ça frappe pas, va. Tu n'iras peut-être même pas si loin. Au fait, ce sont tes nerfs que tu es venu soigner dans cette ville? Oui. Mon pauvre ami. Tu as les nerfs malades? Oh, c'est trop triste. Ce tic, n'est-ce pas? Oui, j'avais remarqué. Comme ça tombe mal. Il te faudra justement beaucoup de sang-froid ces temps-ci. Pourquoi? Tu verras. Non, je ne voudrais pas te gâcher la surprise, si vraiment tu ne te doutes de rien. Il y a déjà moi, Juan. Moi qui te revois pour la première fois depuis... Enfin, tu te rappelles? Elle était jolie, ma fiancée. Elle te plaisait. À moi aussi, figure-toi. Je l'aimais. Elle pouvait me sauver.
On pouvait encore me sauver à ce moment-là. Richard, c'est si vieux. Que tu l'avais oublié, oui. Mais vois-tu, on ne se débarrasse jamais tout à fait des souvenirs. Ils reviennent un jour ou l'autre. Les gens aussi reviennent. Me voilà. Et il y a encore Yolande. Laisse. Tu as fait semblant de ne pas la reconnaître tout à l'heure. Elle t'a très bien reconnu. Elle est montée te voir dans ton appartement. Elle est restée longtemps avec toi. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Rien. Tu ne veux pas me le dire? Ah. Ça a dû être émouvant. Elle et toi. Toi tel que je te connais avec ta tendresse, ta délicatesse. Elle... Mais dis-moi, est-ce qu'elle t'a montré l'oiseau de nacre? Quoi? Ouais. Ah, tu n'es pas au courant, je vois. Mais l'oiseau de nacre, c'est son revolver. Un ravissant petit revolver à crosse de nacre. Et elle l'a dans son sac. C'est celui dont elle s'est servie le jour où elle a essayé de se tuer. C'est étonnant qu'elle ne t'en ait rien dit. Enfin, l'essentiel, c'est qu'elle l'est toujours. Il est chargé, tu sais. Il n'y manque qu'une balle. Oui, c'est celle qui lui a troublé le cerveau. C'est dangereux, les folles. Oh, mais au fait, tu n'es pas seul. Madame, mon vieil ami ne m'a pas fait l'honneur de me présenter. Je m'en excuse pour lui et je suis forcé de me nommer moi-même. Richard Norley, autrefois camarade de votre beau-père, autrefois riche, élégant et fiancé. Maintenant, décavé, rappelé, solitaire. Et bien d'autres choses encore. C'est drôle qu'il ait oublié de faire les présentations. Votre beau-père avait de bonnes manières dans le temps. Mais aujourd'hui, comme il n'en a plus pour longtemps, il se laisse aller, le pauvre. Monsieur! Oui, madame, oui, je sais, je manque d'éducation. On ne trouble pas les gens qui dînent en tête à tête. Mais je suis si content de revoir mon petit copain. Nous avons tant de bons souvenirs à remuer ensemble. Puis il fallait que je vous parle. Je voulais vous le recommander. Vous êtes un peu son infirmière, m'a-t-on dit. Veillez bien sur lui. Je vous présente mes hommages, madame. Et je vous souhaite à tous les deux bon appétit. Monsieur Besséquer. Oui. Une dame désire vous parler, monsieur. Elle vous attend dans le fumoir. Merci. Excusez-moi, Claude. Je vous rejoins. Vous ne me reconnaissez pas? Pardonnez-moi, madame. Je m'appelle Madeleine Brassat. Mon nom ne doit plus rien vous dire, mais peu importe. Vous allez comprendre très vite. Nous nous sommes connus il y a un peu plus de 13 ans. Ce fut pour vous une aventure banale. Dans mon cas, ce fut plus grave. J'ai eu un enfant. Et alors? Un enfant de vous. En êtes-vous sûr? Vous étiez le seul à ce moment-là. À ce moment-là? Parce qu'après... Oh, il y en a eu d'autres, beaucoup d'autres. Mais longtemps après. Quand mon enfant est né, un enfant que je ne voulais pas avouer à ma famille, il m'a fallu de l'argent pour deux. J'en ai trouvé. Vous devinez comment? Il fallait me prévenir. Je vous aurais aidé. Non, vous auriez nié votre responsabilité. Je ne m'estime pas responsable. Ni de l'enfant, je ne vous ai pas forcé. Ni de la suite. Et j'estime inutile d'en discuter. D'ailleurs, ce n'est pas maintenant, après tant d'années, c'était autrefois qu'il fallait... Autrefois, j'étais sans défense. Aujourd'hui, j'ai un moyen de me faire écouter. Nous y voilà. Que voulez-vous? De l'argent, pour commencer? C'est ce que je pensais. Combien? Beaucoup. 10 millions. Et tout de suite. Et si je refuse? Je vous l'ai dit, j'ai un moyen de vous obliger à accepter. Du chantage? Oui. Vous souvenez-vous de Germaine Corde? Quoi? J'ai connu Germaine Corde. Je l'ai vue peu de temps avant sa mort. Elle m'a raconté sa vie. Moins fort, je vous en prie. Ah, cette histoire vous touche. Je vais vous signer un chèque. Oui, oui. Mais après. Après que j'aurai ravivé ce souvenir désagréable. Vous aviez 18 ans quand vous avez connu Germaine. Elle appartenait à un milieu plutôt curieux.
Elle avait une 30aine d'années et de l'expérience. Je ne sais pas de qui elle s'est vengée sur vous, mais pour bien vous tenir, pour vous rabaisser plus bas qu'elle n'était tombée par la faute d'un autre, elle a fait de vous un dévoyé. Elle vous a obligé à voler, vous qui ne saviez que faire de votre argent. Taisez-vous. Non. Le lendemain, elle vous a fait écrire et signer le récit de votre bel exploit. Vous croyiez qu'à cette condition, elle vous garderait. Mais dès qu'elle a eu votre aveu en main, elle vous a chassé. Que c'est drôle. Taisez-vous. Je vais vous donner votre chèque et je vous demande de vous taire. Vous avez cette lettre d'aveu, je suppose. Je l'ai. Vous me la remettrez en échange du chèque et vous ne parlerez plus jamais de cette histoire. Nous sommes d'accord? Donnez le chèque. Alors, Juan, on est venu voir les autres s'amuser? Sacré Juan, va. Richard, je t'ai dit. Oh, c'est vrai, tes nerfs, j'oubliais. J'oubliais tes pauvres nerfs. Tu m'offres un verre? Garçon! Oui. Garçon, un scotch. Voilà. Dis donc, tu as vu, Juan? Nous sommes tous là. Toi, moi, ta charmante et silencieuse belle-fille, Madeleine Brassa. Tiens, tu la vois là-bas? Sur ce tabouret de bar. Elle y est tout à fait à sa place. Plus loin, il y a Yolande Mèvre, qui te dévore des yeux. Elle a l'air de parler toute seule. Nous sommes malheureusement trop loin pour entendre ce qu'elle dit. Zoldenacre n'est plus là. On me l'a pris. Il faut que je le retrouve. Je l'avais en allant voir Juan tout à l'heure. Il faut que je l'ai quand je retournerai le voir. Vous ne l'avez pas vu, vous, monsieur Randon? Mon oiseau de nacre. Non, Yolande. Qui est cet homme à qui elle vient de parler? Comment? Tu ne le connais pas? Non. Mais c'est Randon, ce vieil ami Randon. Le nom ne te dit rien? Pas plus que la personne. Curieux. Mais derrière lui, il y a quelqu'un que tu reconnaîtras sûrement. Champage. Champage. Eh oui. Ah, ça n'est pas un plaisantin, Champage. Bon, d'ailleurs, tu le sais. Tu étais là quand il a tué sa femme. Tu as eu de la chance ce jour-là. Tu en as toujours eu jusqu'ici. Tout à l'heure encore, quand Yolande est allée te voir avec son oiseau de nacre. Yolande, Madeleine, Champage, toi, Richard. Et pourquoi êtes-vous là tous? Pourquoi? Venez, père. Sortons. Elle est gentille, ta belle-fille. Elle a bien raison de veiller sur toi. Regarde, on dirait que ta sortie est le signal d'un mouvement général. Et alors? Vous êtes fou, Champage, qu'est-ce que vous allez faire? Mais laissez-moi, je vais... Lâchez-moi donc! Bességuer, salaud! Salaud, monsieur! Et voilà le spectacle annoncé à l'extérieur. Allons, cela suffit, Champage. Monsieur Bességuer, pouvez-vous vous relever? Oui. Appuyez-vous sur moi, père. Monsieur Champage, partez. Vous allez quitter immédiatement l'hôtel. Cela évitera la direction d'avoir à prendre une décision pénible. Mais naturellement, si monsieur Bességuer désire porter plainte... Non, monsieur Bességuer préfère ne pas porter plainte. Je ne sais qui vous êtes, monsieur, mais je vous remercie pour votre intervention. En effet, j'estime inutile de porter plainte. Du moment que monsieur Champage quitte l'hôtel... Venez, père. Vous pouvez marcher. Mais bien sûr qu'il peut. Un coup de poing dans la figure n'a jamais empêché personne de marcher. Il a eu plus de peur que de mal. N'est-ce pas, Juan? Vous allez pouvoir le mettre au lit, madame. Je te souhaite une bonne nuit, mon vieux. Mais tu sais, ces palaces, quand on est sorti par la porte, il ne doit pas être si difficile d'y rentrer par la fenêtre. À ta place, je me méfierais encore de Champage. Donnez-moi le bras. Juan. Ne pouvez-vous pas nous laisser maintenant? Je n'en ai que pour un instant. Juan, cette lettre que je t'ai vendue tout à l'heure, il faut que je te dise, je l'avais fait photographier. J'en ai des doubles. Que voulez-vous donc de moi? Ce que je veux, je ne te le dirai pas. Et tu ne peux pas me le donner. Mais je vais le prendre. Et je vais me dépêcher avant qu'il ne soit trop tard.
ici la réception. Je vous écoute, madame. Madame Bességuer. Oui. Comment? Un médecin? Ah ben, il a le docteur Niort. Il habite tout près de l'hôtel. Je puis le faire chercher immédiatement. C'est entendu, madame. Oui, tout de suite. Chasseur. Voilà. Tu vas filer chez le docteur Niort. Tu lui diras de venir illico. Monsieur Bességuer, appartement 20 est au plus mal. C'est sa belle-fille qui vient de téléphoner. Au plus mal. Dis donc, ce serait pas une suite de la corrida d'hier soir? Il a pris qu'un bon marron, mais avec ces vieux-là, on sait jamais. Ne t'occupe pas, alors file. Bon, j'y vais. Il respire, mais le cœur est très ralenti. Vous avez parlé tout à l'heure d'empoisonnement au somnaire, madame. Qu'est-ce qui vous fait supposer? Ces 2 tubes vides sur la table de chevet, docteur. Je vois. Vous croyez que M. Bességuer a absorbé le contenu de ces 2 tubes de barbiturique? Hier soir, l'un n'était pas débouché et l'autre était à peine entamé. Votre beau-père prenait-il souvent de ces comprimés? Assez souvent. Il souffrait d'insomnie. Et à quelle heure pensez-vous qu'il ait pu absorber ces 2 tubes? Je ne sais pas. Il s'est couché hier un peu avant minuit. S'il a pris les comprimés à ce moment-là, cela fait presque 12 heures, il n'y a pas de temps à perdre. Puis-je vous demander de tenir cette lampe près de ses yeux? Merci. Voyez, je soulève ses paupières, la pupille n'a aucune contraction. Je touche la cornée et les yeux ne se ferment pas. Tous les réflexes sont abolis. C'est en somme le coma. C'est affreux. Que peut-on faire? Une piqûre. Si je puis vous aider, docteur. Je suis infirmière. Je vous remercie. Je vous demanderai simplement de me passer ma trousse et de garrotter le bras pendant que je vais préparer ma seringue. J'ai heureusement là du sulfate de strychnine, c'est le seul recours. Ainsi, pour vous, docteur, le suicide ne fait aucun doute. Une autopsie vous semble parfaitement inutile. Tout à fait, monsieur le commissaire. Fût-ce un vieillard aussi physiologiquement ruiné que monsieur Bességuer, je vous défie bien de faire absorber de force à qui que ce soit le contenu de 2 tubes de comprimés. Évidemment. Or, l'empoisonnement par barbiturique est certain. Les symptômes, et surtout cette disparition de tout réflexe, ne pouvaient tromper. La strychnine est l'antidote du barbiturique absorbé, mais 12 heures après l'ingestion du poison, c'était trop tard. Le cœur a lâché. Je vous remercie, docteur. J'en ai terminé avec vous. Et je vous demanderai toutefois de rester. Je vais maintenant entendre la belle-fille. Vous m'avez dit qu'elle était très secouée par ce drame. Peut-être votre présence ne sera-t-elle pas inutile? Mais je suis naturellement à votre disposition, monsieur le commissaire. Je vous remercie. Madame Claude Bességuer, voulez-vous entrer, je vous prie? Prenez place, madame. Je m'excuse de vous importuner en des moments si douloureux. J'y suis malheureusement obligé. Je vous comprends très bien, monsieur le commissaire. Je crois qu'il y avait entre vous et monsieur Bességuer une grande affection. Oui, très grande. Depuis la mort de mon mari, nous avions réuni nos chagrins et nos solitudes. Je crois qu'il m'aimait comme si j'avais été de son sang, et non pas seulement sa bru. C'est affreux. Votre précédent malheur, la mort de votre mari, n'est pas bien ancien. Mon mari s'est tué dans un accident d'avion il y a 2 ans. Son avion qu'il pilotait lui-même s'est écrasé au sol peu après le décollage et a pris feu. A-t-on su les causes de cet accident? L'enquête n'a pas pu les établir. Le feu avait tout détruit. Une fausse manœuvre, peut-être? Non, cela est exclu, monsieur le commissaire. Mon mari était un excellent pilote. Il était passionné d'aviation. Il soignait son appareil comme un cavalier sa monture. Il m'avait appris à le piloter. Vous connaissiez donc bien cet appareil? Une défaillance mécanique, peut-être? Non, l'avion était en excellent état, j'en suis sûre. Mon mari et moi avions fait ensemble une promenade avec 2 jours plus tôt. En somme, un de ces accidents incompréhensibles, comme il s'en produit dans l'aviation. Où cela s'est-il passé? Au Touquet. Puis-je vous demander, monsieur le commissaire, d'abréger si possible cet interrogatoire? Madame Bességuer... Vous croyez bien, docteur, que je ne pose que des questions indispensables. Voyons, madame.
Vous rappelez-vous avoir vu à ce moment-là, au moment de l'accident, certaines personnes que vous auriez retrouvées dans cet hôtel où nous sommes? Au moment de l'accident? Sur l'aérodrome? Comment voulez-vous que je sache, que je me rappelle? Vous étiez donc présente? Oui, j'étais là. J'ai assisté à cette chose horrible. J'ai vu mon mari se tuer devant moi. Monsieur le commissaire. Je sais, docteur. Pardonnez-moi, madame. Pardonnez-moi de faire revivre ce drame en répétant ma question. Dans les jours qui ont précédé ou suivi l'accident, n'avez-vous remarqué, là-bas, au Touquet, personne que vous auriez retrouvé ici? Non, je ne crois pas. Mais si, peut-être. Je suis pas certaine, mais j'ai cru reconnaître ici à l'hôtel quelqu'un. Un monsieur âgé, petit, entièrement habillé de noir. Il me semble... C'est votre question qui m'y fait penser. Il me semble qu'il était au même hôtel que nous, au Touquet. Votre beau-père était également avec vous, là-bas? Oui. Cet homme, savez-vous son nom? Oh non, aucunement. Mais j'en suis sûre maintenant. Il était là, hier soir, dans le hall de l'hôtel, quand un homme s'est jeté sur mon beau-père. Oui, je suis au courant de cet incident, madame. Et je sais le nom du monsieur âgé qui est intervenu pour calmer l'agresseur de votre beau-père. Il s'agit de monsieur Michel Randan. Ce nom ne vous rappelle rien? Oh, absolument rien. Votre mari ni votre beau-père ne l'avaient jamais mentionné devant vous? Jamais. Votre beau-père avait une fortune considérable, madame. Savez-vous s'il a fait un testament? Je l'ignore. Vous avez évoqué sa solitude. Dois-je comprendre que M. Bességuer n'avait plus aucun parent ou aucune famille à part vous? C'est exact. Bien que la mort de votre mari ait rompu tout lien légal entre votre beau-père et vous, sans doute M. Bességuer aura-t-il tenu... Je n'attends pas après l'héritage de mon beau-père, monsieur le commissaire. Je suis très largement à l'abri du besoin. Mon mari a été plus que généreux avec moi. Exerciez-vous une profession avant votre mariage? J'étais infirmière. Et c'est même à ce titre que j'ai fait la connaissance de monsieur Bességuer et celle de son fils. Monsieur Bességuer m'avait engagé il y a 4 ans. Vous allez donc, madame, pouvoir me renseigner sur l'état de santé de votre beau-père. De quelle maladie souffrait-il? Mais d'aucune. Comment cela? Mais pourquoi aurait-il donc engagé une infirmière s'il n'était pas malade? Mais il se croyait malade, c'est différent. En réalité, il souffrait seulement d'une nervosité excessive qui s'accentuait avec l'âge et il s'effrayait. En outre, il était fatigué, usé. Il devait pourtant souffrir, et même assez douloureusement, pour avoir à sa disposition une grande quantité de calmants. Le somnaire est bien un calmant, docteur. Oui, on l'emploie surtout comme somnifère. En avait-il toujours des tubes d'avance? Oui. Je ne les achetais pas un par un, mais plusieurs à la fois, pour m'épargner des courses inutiles. Soupçonniez-vous son intention de mettre fin à ses jours? Aucunement. Même hier soir, je ne me soupçonnais pas que mon beau-père pût en venir à cet acte désespéré. Et pourtant, je dois le dire, ce matin, j'ai pas été vraiment stupéfaite. Et je me suis étonnée de ne pas avoir envisagé cette éventualité. Voulez-vous dire, madame, que sans avoir prévu cette fin, vous croyez maintenant connaître les motifs du suicide? Oui, je le pense. Vous saviez que M. Bességuer avait des ennuis graves, des tourments, mais vous n'en aviez pas imaginé les effets. C'est tout à fait cela. M. Bességuer venait dans notre ville d'eau pour s'y soigner? Oui. Sur l'ordre de son médecin? Non, sur mon conseil. Mon beau-père affectait de mépriser la médecine. C'est seulement en se voyant vieilli et insomniaque qu'il a eu recours à une infirmière. Mais j'ai jamais été pour lui qu'une dame de compagnie, une présence rassurante. Le voyant très fatigué, très nerveux, j'ai pu lui faire accepter de venir ici. Quant à lui faire voir un médecin et à lui faire suivre la cure, je ne sais pas si j'y serais parvenue. Pouvez-vous me faire part, madame, des raisons qui, selon vous, ont poussé votre beau-père à mettre fin à ses jours? C'est assez complexe. Ce ne sont pas tellement des faits matériels que des impressions. Dès notre arrivée dans cet hôtel, mon beau-père s'est trouvé brusquement en présence d'anciennes connaissances perdues de vue depuis longtemps. Il en a eu un déplaisir très vif, davantage même, un véritable malaise. Presque aussitôt, ces gens se sont montrés désagréables, grossiers, menaçants, odieux. Oui, nous avons déjà parlé de certaines agressions dans le hall, en effet. Pouvez-vous me donner d'autres détails? Oh, certes. C'est d'abord une ancienne amie qui lui a fait une scène ridicule. Elle s'appelle Yolande Mèvre. Je vous le répète, monsieur le commissaire, j'ai eu l'impression que tous ces gens
haïssaient mon beau-père, qu'ils étaient ligués contre lui, qui le guettaient, qui le traquaient. Et il les avait reconnus, sauf cet homme dont vous avez prononcé le nom tout à l'heure. Monsieur Michel Randan. Oui, oui. Celui-là les intriguait. Les autres, ils savaient ce qu'il leur avait fait, pourquoi ils lui en voulaient. Il était affolé. Oui, c'est le mot, j'ai craint qu'il ne devienne fou. Mais j'ai pas pensé au suicide. Il n'avait pas l'habitude de prendre des décisions dures pour lui-même. Comment expliquez-vous qu'il en soit venu là? La douceur de la mort choisie a dû lui enlever sa peur. Il savait qu'il mettrait fin à ses tourments sans souffrir. Et c'est en effet une explication vraisemblable. Je vous remercie, madame. Je vais maintenant vous laisser. Vous venez, docteur? Je vous suis, monsieur le commissaire. Madame? Messieurs. J'ai ma voiture à la porte. Puis-je vous déposer quelque part, monsieur le commissaire? Non, merci, docteur. J'ai encore affaire à l'hôtel. Je vais avoir une conversation avec les anciens amis de Juan Bességuer. Et je garderai monsieur Michel Randan pour la bonne bouche. Vous allez comprendre tout de suite, monsieur le commissaire, pourquoi je vous ai prié de me suivre ici dans ma chambre. Regardez cette photographie. Cette jeune fille? Oui, c'était ma fille. Elle avait 20 ans. Depuis la mort de sa mère, elle était tout pour moi, tout. À 18 ans, elle m'a quitté pour poursuivre ses études musicales au Conservatoire de Paris. Elle a connu Juan Bességuer. Elle en est morte. On a retrouvé son corps dans la Seine 2 jours après qu'il m'ait envoyé ce portrait. Comme un des dieux. J'ai voulu savoir pourquoi elle était morte, qui était cet homme par qui elle était morte. Et j'ai décidé de me venger. J'ai retrouvé plusieurs autres de ses victimes, je les ai réunies ici. Dès que j'ai su que Bességuer devait y descendre pour quelque temps, je l'ai mis en face d'elle. Je me suis réjoui de son épouvante à la vue de ces spectres de son passé. Je voulais que cette panique dure, qu'il souffre longtemps, qu'il en vienne à mendier son pardon. Alors seulement je l'aurais frappé. Moi seul. On m'a volé sa mort. Et c'est lui-même qui... Jamais de la vie. Bességuer ne s'est pas suicidé. Il était bien trop lâche. Toute sa vie n'est qu'un tissu de lâcheté. Il ne s'est pas suicidé, on l'a tué. Le médecin est formel, monsieur Randan. Il s'agit d'un suicide par absorption de 2 tubes de barbiturique vendus en pharmacie sous le nom de Somnaire. Les seules empreintes relevées sur les tubes sont celles du mort. Le docteur Niort a reconnu sans erreur possible les symptômes de l'empoisonnement. Ralentissement du cœur, abolition des réflexes cornéens, pupillaires, rotuliens et aquiliens. Exactement, mais comment savez-vous? Et devant ces symptômes, votre médecin a recouru à l'antidote classique du barbiturique, le sulfate de strychnine en injection intraveineuse. Vous m'étonnez, monsieur Randan. Je vous dois un aveu, monsieur le commissaire. Je ne m'appelle pas Michel Randan. J'ai emprunté ce nom pour que Juan Bességuer ne puisse m'identifier comme le père d'une de ses victimes. En réalité, je suis le docteur... Enfin, peu importe le nom. Vous êtes médecin? Oui. Et j'ajouterai un spécialiste de certaines maladies qui aurait pu faire de Bességuer un de mes clients si j'exerçais encore. Spécialiste des maladies nerveuses, sans doute. Bességuer avait les nerfs malades, certes, mais surtout, il était tabétique. Tabétique? Oui. Il était atteint de tabès. De là, ces douleurs fulgurantes qu'il faisait sursauter, ces crispations qu'on eût pu prendre pour des tics nerveux. Ce tabès n'a rien d'étonnant pour qui connaît le passé de cet homme. En tout cas, c'est lui qui me permet d'affirmer que Juan Bességuer ne s'est pas suicidé. C'est le docteur... Comment l'avez-vous appelé déjà? Le docteur Niort. C'est le docteur Niort qui l'a tué. Je ne vous permets pas de... Calmez-vous, monsieur le commissaire, laissez-moi m'expliquer. Laissez-moi vous expliquer le crime. Le docteur Niort n'a pas la moindre faute à se reprocher. On l'appelle auprès d'un malade qu'on lui dit avoir absorbé 2 tubes de barbiturique. Il administre le contrepoison. Le malade meurt. Mon confrère pense que le remède administré trop tard a été impuissant. Rien dans tout cela que de très normal. Seulement voilà, Juan Bességuer n'était pas seulement nerveux et insomniaque, il était surtout tabétique. Or, un tabétique ne possède plus ces réflexes dont le docteur Niort a constaté l'absence.
Le sommeil habituel d'un diabétique est si semblable au coma que pour un observateur non prévenu, il se confond avec lui. Je commence à entrevoir. Le sulfate de strychnine ne pouvant se neutraliser avec une forte dose de barbiturique qui n'existait pas dans l'organisme de la victime, a tué l'homme au lieu de le sauver. Le docteur Niort n'a été que l'instrument du véritable coupable. Mais ce véritable coupable... Mais c'est la personne qui savait que Juan Beseguer était diabétique. La personne qui ne pouvait ignorer, de par sa profession, que le médecin appelé ferait de la strychnine en voyant 2 tubes de somnaire vides sur la table de chevet de Beseguer, alors que celui-ci n'avait peut-être absorbé qu'1 ou 2 comprimés pour s'endormir. Une seule personne n'a pu savoir cela et agir ainsi. Vous la connaissez aussi bien que moi. Claude Beseguer. Elle vous avait reconnu comme quelqu'un qui se trouvait au Touquet au moment de l'accident mortel de son mari. J'y étais en effet. Je menais alors mon enquête. Mais le mobile de son crime? De son crime ou de ses crimes, monsieur le commissaire? Cet accident d'avion, mais sans doute après 2 ans, rouvrir l'enquête serait bien inutile. Le mobile. Représentez-vous une jeune femme ambitieuse à qui sa beauté n'a pas encore procuré tout ce qu'elle en attend. Le hasard l'a fait entrer chez le riche Juan Beseguer comme infirmière. Une infirmière rendue nécessaire par les premières atteintes du mal que nous savons. Elle épouse le fils, l'héritier. Il meurt dans un accident d'avion. Elle n'a encore qu'une part de la fortune Beseguer. Il faut que le vieux aussi meure. Mais pas tout de suite, pas trop tôt après son fils. Elle attendra. 2 ans passent, et voilà que surgissent du passé de son beau-père ces spectres qui le traquent, qui le menacent. Elle comprend que c'est le moment favorable, la chance unique, que le simulacre de suicide va réussir. Votre théorie est fort séduisante, monsieur Randan. Mais ce n'est qu'une théorie. Je sais le nom et l'adresse du notaire de Beseguer. Il vous est facile de lui demander si sa belle-fille est bien sa légataire universelle et si elle en est prévenue. Je vais m'informer. Je vous demanderai de m'accompagner. Je comprends cette précaution, monsieur le commissaire. Eh bien, monsieur le commissaire. Vous êtes libre, monsieur. Le notaire a confirmé que Claude Beseguer était bien l'héritière de son beau-père et qu'elle le savait. Quand j'ai voulu l'arrêter, elle a tenté de se suicider. Avec un petit revolver à crosse de nacre. Mais le coup n'est pas parti. Comment le savez-vous? Ce revolver appartient à Yolande Mèvre. Craignant un geste impulsif de sa part, j'avais vidé les cartouches de leur charge de poudre. Yolande avait ce revolver dans son sac quand elle est allée voir Beseguer dans sa chambre. Après, elle s'est plainte de sa disparition. C'est évidemment Claude Beseguer qui a subtilisé l'arme pendant que la visiteuse parlait à son beau-père. Peut-être pensait-elle à machiner quelque chose dont elle eût pu accuser Yolande. Ce n'est pas impossible. Ah, j'ai appris qu'un de vos invités, Richard Norlet, a quitté précipitamment l'hôtel. Par ailleurs, après réflexion, j'ai décidé de ne pas inculper Madeleine Brassat de chantage. La victime de ce chantage est morte et son héritière n'est guère en position de porter plainte. Autre chose. Nous avons retrouvé Alex Champage. Il filait en direction de la frontière. Figurez-vous qu'il a avoué être l'assassin de Beseguer. Depuis sa sortie de prison, Champage vivait dans la terreur d'être repris. Il a été terriblement secoué en voyant Beseguer. Sa raison n'a pas résisté au choc. Il s'accuse du meurtre qu'il eût voulu commettre. Oui. Ce n'est plus qu'un démon, un malheureux. Nous sommes tous malheureux. Yolande Mèvre, Madeleine Brassat, Richard Norlet, Alex Champage, Claude Beseguer elle-même, qui voulait tout, et qui a tué, et qui voit tout lui échapper. Et moi. Moi, avec la photo de mon enfant et ma vengeance qu'on m'a volée. Le seul heureux dans tout cela, c'est peut-être lui, monsieur le commissaire. Lui qui est mort.